Madame, Monsieur, bonsoir et merci de votre fidélité à ITV en ce 24 février 2020. Ceux qui sont dans le déni, ils voient mais ne veulent pas voir. C'est dans ces termes que l'on peut résumer la pensée de Mohamed Boun Abdallah Dionne, invité exceptionnel du groupe E-Media. Voici la colonne vertébrale du journal. Le pays est en mouvement, c'est ce que le ministre d'État retient de l'action du président Macky Sall qui va entamer la seconde année de son quinquennat. Le secrétaire général de la présidence annonce par ailleurs que le Sénégal court derrière 3 milliards de dollars pour augmenter ses parts dans les contrats pétroliers pour les porter à 20%. L'activiste Kémi Seba, indésirable et persona non grata au Sénégal, il a été renvoyé manu militari dès qu'il a foulé l'aéroport Blaise Diagne. Ses conseils n'en reviennent pas et parlent d'une mesure totalement illégale. Est-ce le signe d'un changement positif pour s'occuper du cadre de vie que l'on a laissé se délabrer depuis de nombreuses années? Les bacs à ordures recommencent à s'incruster dans le décor de la capitale. Reportage ce soir aux alentours de la SICAP. Le coronavirus se joue des frontières et en devient de plus en plus inquiétant pour le monde entier. En Italie, les cas augmentent. Les Sénégalais établis dans les villes touchées ne sont pas atteints à cet instant par la pathologie. La Chine vient d'interdire le commerce d'animaux sauvages, dont les serpents, qui étaient destinés à la consommation. Et puis l'Union européenne ne veut pas que les États appliquent des contrôles aux frontières. L'invité de ce lundi, Thierno Bokoum, homme politique et président du mouvement Agir, il nous dira ce qu'il a retenu de l'action, des concepts et projets du président de la République un an après sa réélection. Le développement de tous ces titres donc dans un petit moment. L'État du Sénégal est donc à la recherche de quelques 3 milliards de dollars sur le marché pour pouvoir être à même de porter ses parts à 20% s'agissant des contrats pétroliers. L'information a été délivrée par le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Mohamed Boun Abdallah Dionne, a accordé un entretien exclusif à E-Media. Il a été à cet effet interrogé par Mamoudou Ibrakane et Alassane Samba Diop. On va écouter le ministre d'État. Tous les contrats sont publiés, tous. Et ces contrats, c'est les mêmes qu'on signait depuis Senghor. Le code pétrolier, c'est le même. Le code minier, c'est le même. Et il a légèrement évolué, mais évolué dans le bon sens, avec de nouveaux standards. C'est comme nous. Quand on était un pays où on était encore dans une phase de recherche, ce n'est pas la même chose que quand on est devenu un pays avec des réserves qui sont certifiées. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup plus volontaristes dans la démarche. C'est pourquoi on a adopté un nouveau code minier, un nouveau code pétrolier. Et ce que nous voulons aujourd'hui, c'est aller au-delà des 10% qui sont automatiques que Petrosen a dans ces contrats de recherche et de partage. Nous avons trouvé, par exemple, sur le nord du gaz et vers Sangomar, du pétrole. Aujourd'hui, le chef de l'État est en train de travailler d'arrache-pied pour mobiliser des ressources au plan international. Beaucoup de ressources. On parle à ce niveau de milliards de dollars, de plusieurs milliards de dollars. Pour qu'on... Chiffre précis. Tout dépend, parce qu'un coup, c'est 8% qu'on va avoir supplémentaire, un coup, c'est 10% qu'on va avoir supplémentaire, mais on est dans des zones de 3 milliards de dollars, voire plus, pour aller justement racheter des parts supplémentaires, pour que le Sénégal d'aujourd'hui et de demain puisse avoir beaucoup plus que la petite part de 10% que nous avons de par la loi.
Et puis le président de la République vient de dire à Taïba Ndiaye que le Sénégal émergent est un Sénégal qui carbure. Les Dakarois, quant à eux, notent son action. Le président de la République va boucler une année après sa reconduction. La perception est pour le moins contrastée. Le recul démocratique et l'absence de sens des priorités sont relevés par les uns, d'autres sont apparemment plus indulgents. Reportage sur le terrain d'Abdourahmane Ly et Moussa Fall. Et devant la nation... 12 mois sont passés après la réélection du président de la République Macky Sall. Nous sommes à Grand Dakar où nous rencontrons un jeune étudiant en philosophie qui presse le pas pour aller faire cours à l'UCAD. Malgré tout, il nous consacre un peu de son temps pour nous parler. Un sujet qui lui tient à cœur. Il axe ainsi son argumentaire sur le déficit démocratique qu'il dit constater dans ce pays. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a beaucoup de choses à revoir, quoi. Il doit revoir sa manière de gouverner parce qu'on ne peut pas gouverner avec la force. On est dans une république et c'est le peuple qui est souverain. Regardez ce qui s'est passé récemment devant le palais de la République. On est dans une république. Il ne doit pas y avoir une loi. La loi ne doit pas être en contravention avec les principes même de la démocratie. Le président de la République ne peut pas tout faire en 8 ans, a souhaité préciser ce sportif. Par ailleurs, il fait appel à l'indulgence des Sénégalais à l'endroit de Macky Sall. Il a fait 8 ans, mais qu'on lui laisse travailler et qu'on sache que ce pays-là appartient aux Sénégalais. Je pense que le président, bien avant Macky Sall, il y avait un autre président qui était là. On lui a laissé un travail qui n'a pas été parfait, qu'il fallait revoir et tout. Donc aujourd'hui, c'est lui qui est à la tête. Et je pense que ce qu'on lui a confié, nous demandons au bon Dieu qu'il lui donne l'énergie et l'abnégation, longue vie de pouvoir réaliser ses œuvres. Nous faisons par la suite un petit détour à la SICAP Sacré-Cœur où nous croisons sur notre chemin cette étudiante. Pour elle, le point sur lequel il faudrait s'interroger, c'est la définition des priorités. Selon elle toujours, cela fait défaut. Le terre pouvait attendre. Il y a des obligations plus urgentes que ça. Par exemple, la santé, avec les machines qui sont toujours en panne. Côté de l'éducation, il y a toujours les professeurs qui se plaignent. Les enfants de la rue avec leurs problèmes et tout ça. Donc, je pense que le terre pouvait attendre quand même. Pour rappel, lors de la présidentielle du 24 février dernier, Macky Sall avait été réélu avec 58%. Si certains Sénégalais restent sur leur faim, d'autres espèrent qu'avec le temps, la situation du Sénégal sera au beau fixe avec la satisfaction des besoins des populations. L'activiste Kémy Séba, qui s'en était pris au franc CFA en prenant le risque de l'autodafé, a été reconduit à la frontière, indésirable qu'il est au Sénégal. Cela est parfaitement illégal selon ses conseils qui indiquent que l'arrêté ministériel pris à son encontre est nul et non avenu puisqu'à l'époque le Sénégal n'avait point de gouvernement. On va écouter le sujet réalisé à ce propos par Adam Assar et Bachir Sow. D'emblée, Maître Khoureyshiba, avocat de l'activiste franco-béninois Kémy Séba, est formel. La mesure d'expulsion du territoire sénégalais de son client est illégale. Cet arrêté, on a prouvé que c'était un arrêté illégal et surtout c'était un arrêté factice. Parce que le 5 septembre, au petit matin, je ne sais pas si vous vous en souvenez, M. John, qui était alors Premier ministre, avait rendu sa démission à M. le Président de la République, qui avait accepté cette démission, entraînant ipso facto la démission de l'ensemble du gouvernement. Donc le Sénégal était sans gouvernement. C'est vers 14 h que le ministre de l'Intérieur, fantôme qui n'existe plus, dont les pouvoirs ont expiré, il a illégalement prolongé l'exercice de ses pouvoirs et il a pris une décision. Dans ce combat, la jeunesse africaine s'oppose à une oligarchie qui mériterait d'être combattue. Ce que la jeunesse africaine, ce que la jeunesse sénégalaise souhaite, d'accord, c'est que nos pays puissent se développer
d'accord, dans un rapport, un partenariat d'égal à égal, il est normal que cette jeunesse s'oppose non pas à la France de manière générale, mais qu'elle s'oppose à l'oligarchie. Pour avoir gain de cause dans ce combat, les membres de Urgence panafricaniste déroulent leur plan d'action. Urgence panafricaniste compte dérouler son plan d'action initialement prévu. Nous ciblerons systématiquement toutes les structures d'intérêt français parce que nous ne tolérerons pas que celles-ci puissent s'enrichir dans nos pays en toute liberté au détriment de notre peuple qui, lui, est persécuté. À noter que le procès en appel de Kémi Séba qui l'oppose à la BCEAO, qui était prévu ce lundi, est reporté au 27 avril prochain. Il est poursuivi pour avoir brûlé un billet de 5 000 francs CFA. Les mesures appliquées aux passagers en provenance de Chine seront désormais les mêmes qui seront faites sur les personnes en provenance d'Italie et d'autres pays où le virus sévit actuellement. C'est une annonce du directeur du cabinet du ministre de la Santé qui est lui de retour d'Addis Abeba où le coronavirus a préempté tous les esprits au cours d'une rencontre. On va l'écouter quand il a été interrogé par Migui Maramdiaye. Il y a la mise en place d'un groupe de travail africain sur le Covid-19. Ce groupe de travail est constitué par 7 domaines, notamment la surveillance, le laboratoire, la communication sur les risques, la logistique, la prévention, la gestion des cas et la réponse rapide. Et à ce titre, monsieur l'administrateur général de l'Institut Pasteur a été désigné pour piloter le domaine laboratoire au niveau du groupe de travail. Est-ce qu'il y a des mesures prises concernant, par exemple, les Sénégalais ou bien ceux qui viennent de l'Italie? Nous avons un dispositif qui est dynamique, que nous essayons de faire évoluer à chaque fois que nous constatons qu'il y a des points à améliorer. Maintenant, il y a une situation qui se présente en Italie. Je crois que nous, au niveau du Sénégal et notamment au niveau de nos postes frontières aériennes, terrestres et maritimes, nous continuons à renforcer la surveillance au niveau de ces postes, avec le même screening que nous avions l'habitude de faire. Cela veut dire que autant nous avions un œil sur les passagers qui venaient de Chine ou de villes voisines de l'épicentre de l'épidémie, autant pour l'Italie, nous allons avoir ce même processus, d'abord à l'aéroport, mais poursuivre ce suivi-là au niveau des régions médicales et des districts sanitaires. Nous avons aussi beaucoup de Sénégalais qui résident en Italie. Et nous les appelons aussi de cette façon-là à bien suivre les mesures qui leur seront dictées en Italie. Pour le moment, aucun Sénégalais vivant en Italie n'est atteint. Nous parlons à présent des états d'âme des pharmaciens établis à Saint-Louis dans la capitale du Nord. Ils n'en peuvent plus de ce qu'ils appellent condescendance et manque de considération qui serait infligé par les services du ministère du Commerce. Il semble bien que ça soit là-bas un conflit larvé. Les précisions de Momar Alisnia, assisté de Alétiam. Les pharmaciens ne supportent plus ce qu'ils appellent le harcèlement des services du commerce qui parfois les soumettent à des contrôles injustifiés. Ils l'ont fait savoir à l'occasion d'un panel organisé à Saint-Louis sur le thème « Conflit entre pharmaciens et services du commerce, approche juridique et ébauche de solutions ». Tous les contrôles, les inspections effectuées par le ministère du Commerce au niveau des officines doivent obligatoirement déboucher à des sanctions pécuniaires. Et on se pose la question à savoir, est-ce que le pharmacien est un délinquant qu'il faut contrôler et sanctionner à tout bout de champ? Nous pensons que non. De l'avis de ces spécialistes du médicament, il faudrait que la pharmacie ait un statut particulier. C'est ça qui a justifié le pourquoi, dans le cadre de la révision de nos textes, nous avons jugé nécessaire quand même trouver une brèche pour pouvoir quand même attribuer à l'établissement un statut particulier qui pourra permettre aux pharmaciens de pouvoir se déployer correctement et de faire de telle sorte que ces missions s'accomplissent sans que ça ne soit aliéné d'une façon ou d'une autre. Si ces pharmaciens soutiennent que selon les textes qui régissent leur profession, seuls des inspecteurs pharmaciens sont habilités à les contrôler, de l'autre côté, on soutient le contraire.
l'État charge le service du commerce à travers la direction du commerce intérieur de surveiller la régularité de ces opérations relativement aux prix qui sont pratiqués par ces officines pharmaceutiques-là et par rapport à la qualité des produits qui sont offerts aux consommateurs. Pour trouver une solution définitive à ce problème, il faudrait une concertation entre le ministère du Commerce et celui de la Santé. J'ai fait le déplacement de Dakar pour quand même apporter l'appui du ministère de la Santé qui trouve au haut niveau des moyens pour rencontrer les autorités du ministère du Commerce, les autorités de la douane pour régler tous les problèmes connexes liés aux médicaments, qui est un produit assez sensible quand même. À l'issue de leurs travaux, les pharmaciens ont élaboré une résolution qu'ils comptent déposer sur la table des autorités gouvernementales. Respect du cadre de vie et des espaces publics, les bacs à ordures commencent à entrer dans nos mœurs en constituant un élément du mobilier urbain. La disposition de ces poubelles est particulièrement visible sur l'avenue Bourguiba à Dakar. C'est une heureuse initiative du point de vue de l'habitant. Reportage donc de Boubacar Dian et Séléman Diallo. Des poubelles déposées le long des deux côtés. Un technicien de surface qui ramasse les quelques ordures laissées par terre. Voici le décor à l'avenue Bourguiba depuis quelque temps. Ce jeune habite la zone. Il approuve l'initiative. C'est très intéressant quoi. C'est très important car il m'arrive de garder un bout de papier sur une longue distance parce que je ne vois pas de poubelle sur mon chemin, raison pour laquelle lorsque j'ai trouvé celle-ci, j'en ai profité pour jeter ma tasse de café. Des initiatives visant à rendre propres certaines artères de la ville sont souvent prises, mais le constat est que des citoyens volent ces poubelles. Un fait que ce monsieur et cette dame dénoncent avec la dernière énergie. À mon avis, un bon citoyen doit encourager ces genres d'initiatives car elles visent à embellir l'image de la localité. Mais vous ne devez pas faire entrave à cela en volant les poubelles. Les poubelles sont déposées ici pour qu'on y mette des ordures. Cependant, je ne suis pas d'accord avec le fait que certaines populations les volent. C'est quelque chose de vraiment très déplorable. Pour ce fonctionnaire, les autorités doivent prendre des mesures idoines contre les auteurs de ces actes. Moi, je demande aux autorités de sévir. Il faut qu'on apprenne à sanctionner ceux qui volent ces poubelles-là. Parce que ces poubelles, si on les vole, on sera obligé de jeter les déchets, les ordures par terre. Et ça, ce n'est pas bien pour la ville, parce que ça va rendre impropre la ville. Excepté les sanctions à l'encontre de ceux qui volent les poubelles, nos interlocuteurs appellent à plus de responsabilité des citoyens car ils estiment que c'est pour le bien de tous. Nos créatures finissent toujours par nous échapper. C'est ce que l'inventeur du web, le Britannique Berners-Lee, nous avait dit en nous prévenant par rapport à son mésusage. De plus en plus, on assiste donc à des défis, les uns plus loufoques que les autres, que les jeunes adolescents se lancent sur Internet. Il y a dans ces défis celui du crâne brisé à nos risques et périls. Reportage d'Oumar Khan et Moussa Fall. C'est un nouveau challenge qui circule depuis quelques jours sur les réseaux sociaux. Le Skull Breaker Challenge ou le défi du crâne brisé. Un challenge qui peut s'avérer mortel selon l'avis de ce traumatologue. Dans ce genre de chute, ce sont des traumatismes des poignets, mais également des coudes et des épaules. Deuxièmement, les fractures au niveau des coudes. Parce qu'il faut savoir qu'en se réceptionnant sur les mains, on peut se casser le coude. Voilà. La chute peut également avoir lieu directement sur le coude. Et là, on comprend aisément qu'elle puisse entraîner une fracture ou une luxation, ou en tout cas un traumatisme important. Si on fauche l'enfant un peu trop fort, il va carrément basculer et il va atterrir soit sur la tête, soit sur le cou.
Et un traumatisme du rachis cervical peut être grave, qui parfois met en jeu le pronostic vital, si ce n'est fonctionnel. Donc le décès, une paralysie irréversible, des lésions très graves qui vont nécessiter des interventions, des hospitalisations, des mois et des années de rééducation. Heureusement que la plupart des jeunes que nous avons rencontrés ne connaissent pas ce challenge. Non. Non. Et ceux qui le connaissent ne comptent pas relever le défi. Non, on m'a dit ça. C'est mes amis qui m'ont dit ça. J'ai trouvé ça dangereux. Parce que c'est une chirurgie qui est dangereuse. Parce que quand on joue ça, il y avait même quelqu'un qui était mort. Non, je ne compte pas faire le jeu. Personne ne peut mourir à cause de ça. J'aime pas, ça ne m'intéresse pas. Et puis c'est dangereux. Une mère américaine prénommée Valérie Hodgson a publié sur Facebook des clichés de son fils hospitalisé après avoir perdu connaissance suite au défi. Les Sénégalais sont avertis. Et avant de recevoir l'invité du lundi, nous parlons de lutte sénégalaise qui semble marcher sur la tête en ce moment. Et le bilan d'étape du Comité national de gestion de la lutte a été donc fait par le docteur Alioune Sarr, président du CNG. Et lui et ses collaborateurs ont évoqué aujourd'hui les nombreux dysfonctionnements dans l'arène et le mode de désignation du roi qui se ferait un peu n'importe comment. Voici le sujet de Mortala Anne et Suleiman Bang. L'objectif de cette rencontre est d'informer les amateurs de la situation actuelle de la lutte. Une saison qui est au ralenti en ce qui concerne la lutte avec frappe. Le comité revient sur le manque de moyens pour pouvoir redynamiser la lutte. À ce jour, chez les promoteurs de lutte sans frappe, ils sont 21. Les promoteurs de lutte avec frappe sont au nombre de 26. Les lutteurs licenciés en lutte sans frappe au nombre de 2037 et les lutteurs avec frappe au nombre de 665 par rapport à la politique. C'est là le gros débat. Combien de fois dans des échanges privés ou publics, j'ai posé le problème des moyens qui devraient accompagner la lutte et qui ne sont pas là. Une occasion pour le CNG de parler du statut du roi des arènes qui est parfois remis en question. Le tournoi, pour arriver à un roi, le comité, ça m'a coûté énormément de mésaventures, j'ose dire, de mauvais comportements de certains acteurs de la lutte. Et il faut qu'on revienne à l'orthodoxie des choses. Au football, il y a un championnat. Au basket, il y a un championnat. À la lutte, il n'y a pas de championnat. Et j'avais dit, est-ce que celui qui a battu tout le monde est meilleur que tout le monde? Je ne crois pas. Le CNG condamne les violences récentes à l'arène nationale et appelle les écuries de lutte à sensibiliser les lutteurs. C'est à présent le momentum de notre invité. Il s'agit de Thierno Bokoum, président du mouvement Agir. C'est l'alliance générationnelle pour les intérêts de la République. Merci d'avoir répondu à notre invitation, Thierno. Merci à vous aussi, Hassan. Très bien. On a entendu l'ancien Premier ministre Mohamed Boun Abdallah Dionne, donc, qui nous indique que les planètes sont alignées pour le Sénégal. Tout va bien et que le pays est en mouvement. Aujourd'hui, vous, quel diagnostic vous posez sur l'état du pays? Nous pensons fondamentalement que nous venons d'une élection présidentielle avec à la clé des promesses du président de la République dans le cadre d'un programme. Bien entendu, c'est une continuité après ces 7 années passées au pouvoir, mais nous constatons aujourd'hui que un an après, nous avons un résultat vraiment décevant et à la limite même inquiétant. Pourquoi c'est décevant? Pourquoi c'est inquiétant? Parce que d'abord, nous pensions que le président de la République allait répondre très rapidement à ses promesses, parce que dès après son élection, il dit on va aller vers le mode fast-track,
je vais enlever le Premier ministre pour pouvoir y aller très rapidement. On se rend compte que face à ces promesses, le président de la République, malheureusement, n'a pas pu avancer. Face les promesses faites aux enseignants sont toujours là. Les promesses faites au milieu médical ou tout simplement aux agents de la justice, etc. Il y en a beaucoup. Sans compter le fait que nous perdons aujourd'hui notre souveraineté économique, parce que vous savez tous que le Sénégal récemment a signé un document avec le FMI pour être éligible à l'instrument de coordination des politiques économiques, avec des conditionnalités. Durant 3 années, le FMI va imposer au gouvernement sénégalais des conditionnalités, notamment qui ont induit à ce que le président de la République supprime certaines subventions, etc. Il y a ce qu'on pourrait appeler l'indépendance monétaire, avec l'euro jusqu'à présent. Le gouvernement sénégalais ne s'est pas expliqué, on ne sait pas ce dont il s'agit exactement. Donc, globalement, bien entendu, il y a des attentes qui n'ont pas été respectées. Oui, c'est maintenant, ça, la dernière chose qui est inquiétant, c'est lié aux libertés. Vous savez tous, avec l'emprisonnement de Guy Marius Sagna, avec l'interdiction des marches, etc., nous pensions que nous avions dépassé ce stade d'interdiction tout azimut et de répression, parce que la démocratie a quand même beaucoup avancé dans ce pays. C'est ça, Guy Marius Sagna, justement, hier on a entendu un leader de l'opposition dire qu'il faut le libérer, et en évoquant ce que j'appelle moi un peu d'ethno-différentialisme, en convoquant la religion. Quel est votre avis? Non, je ne ferai pas de commentaire sur cela. Je mets l'accent sur la question de fond, disant qu'il faut effectivement le libérer. Sa place n'est pas la prison. Je pense fondamentalement que c'est de cela dont il s'agit. Maintenant, sur l'autre aspect, je préfère ne pas commenter. Voilà, c'est une parenthèse. Le président de la République a lancé la semaine passée les travaux du grand stade du Sénégal. Le coût, c'est quasiment 150 milliards de nos francs. Est-ce, selon vous, c'est une bonne idée? Ben, écoutez, vous savez, quand on dit qu'on a la possibilité de mettre en place un stade dans un pays, ou une infrastructure quelconque, on peut applaudir des deux mains. Mais tout dépend des priorités. Est-ce que c'est une priorité aujourd'hui à l'état où nous sommes? Est-ce que c'est une priorité quand on a des difficultés pour payer des entreprises sénégalaises qui croulent dans des difficultés énormes? Est-ce que c'est une priorité quand on a un plateau médical complètement détérioré? Ça n'est pas donc. Ce n'est pas une priorité. Il y a également le train express régional. Beaucoup d'opposants ont dit que c'est une folie. Est-ce que vous avez le même discours? Mais je pense fondamentalement que le temps leur a donné raison. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de terre, malgré, bien entendu, les promesses faites aux populations sénégalaises. Et il y a des conséquences, parce que les riverains sont dans des difficultés énormes. Ensuite, c'est un gouffre pour l'économie sénégalaise. C'est énormément d'argent que l'on dépense dans cette terre sans qu'il y ait de résultats palpables. Alors que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres priorités. Voilà, vous êtes également partie prenante au dialogue politique et non national, parce que vous réfutez le dialogue national, me semble-t-il. On nous dit que les discussions quasiment sont bloquées en beaucoup d'aspects. À quoi ça sert d'assister à ce dialogue? Non, nous pensons, comme vous l'avez bien dit, je fais cette distinction entre dialogue politique et dialogue national. Dialogue national, on va discuter des questions qui concernent le programme du président de la République. Il n'a qu'à dérouler, donc nous ne sommes pas pour le dialogue national, nous pensons que c'est insensé. Par contre, en ce qui concerne le dialogue politique, c'est important quand on sort d'élections aussi importantes qu'il y a eu énormément de contestations, qu'on puisse s'asseoir pour véritablement trouver des solutions sur le fichier électoral, sur le processus électoral, faire en sorte qu'il y ait un processus libre et transparent. Il y va de l'intérêt des leaders politiques, des acteurs politiques, mais également des populations sénégalaises qui votent
et qui ont la possibilité de renouveler ou pas les mandats des uns et des autres. Donc je pense que c'est une question fondamentale. Maintenant, c'est vrai qu'il y a énormément de blocages et c'est dommage. Voilà, il y a une autre question. Qu'est-ce qui vous agrée aujourd'hui dans l'action du président de la République? Parce qu'il faut aussi relever que le pays est stable, que globalement il y a de la sécurité, qu'il n'y a pas de coupure de courant. Pourquoi vous ne trouvez pas grâce Bon, je pense que le premier ministre que vous avez, l'ancien premier ministre que vous avez invité a certainement largement parlé de ça. Nous avons hâte d'écouter ce qu'il a eu à dire. Mais fondamentalement, nous jugeons le président de la République par rapport à ses promesses. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, malheureusement, c'est décevant et inquiétant. Oui, il y a également la semaine passée la fin ou la suspension des acquisitions de véhicules de fonction et de services. C'est une forme de lutte contre la gabegie et le gaspillage, c'est une bonne chose. C'est une réaction épidermique. Pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez tous que l'administration ne peut pas ne pas avoir de voitures, de véhicules, c'est clair. Donc suspendre, c'est juste pour réagir par rapport à une situation de fait. Mais il faut nécessairement une politique très claire dans ce sens pour pouvoir faire bénéficier à l'administration des véhicules, mais d'une manière quand même à tenir compte des capacités du pays, des possibilités du pays. Voilà, vous dirigez donc le mouvement Agir. Aujourd'hui, quelles sont les grandes idées de ce mouvement? Alors, le mouvement Agir, c'est un mouvement composé de jeunes d'une génération qui œuvrent pour le changement de paradigme à tout point de vue. Nous sommes pour le patriotisme économique assumé. Nous sommes pour le changement de paradigme en ce qui concerne l'éducation, la santé, etc. Sur tous les secteurs, nous pensons qu'il faut gérer autrement. Il faut mettre les intérêts des populations au-dessus de tout autre intérêt et travailler à avoir une indépendance économique, monétaire et véritablement travailler exclusivement pour l'intérêt des populations. Bien entendu, ça, ce sont des aspects que je dégage, mais qui ont été approfondis dans le cadre d'un pacte qui est un programme de société que nous avons mis en place. C'est ça, et c'est la dernière question, sauf que je vais prendre le risque de dire que vous n'avez pas de colonne vertébrale et que même vous manquez de conviction. C'est-à-dire, en 2017, vous êtes parti de Réumi en invoquant des convenances personnelles. En 2019, vous revenez soutenir le frère Idrissa Seck, votre frère. Le monde politique sénégalais meurt d'absence de conviction. Alors j'ai ri tout à l'heure parce que s'il y a des personnes, des leaders convaincus dans ce pays, personne ne peut nous soustraire de ce lot en termes de conviction, de vertu, de principe, de valeur. J'ai quitté le parti Réumi, j'ai soutenu un candidat qui est le candidat Idrissa Seck. N'oubliez pas que l'élection présidentielle, c'est intuitif personnel. Donc je n'ai jamais dit que le président Idrissa Seck ne pouvait pas, n'avait pas un bon programme, etc. J'ai quitté une entité, une structure qui s'appelle le Réumi. Je suis dans Agir et je suis toujours dans Agir. Donc je ne vois pas de difficulté à ce niveau. Vous avez quitté parce que vous étiez frustré? Non, je ne l'ai jamais dit. J'ai quitté pour convenance personnelle et je le répète encore une fois. Le plus important dans ça, c'est d'avoir la liberté d'être dans un parti politique et de pouvoir quitter un parti politique, d'en créer un autre. J'ai cette liberté. C'est cette liberté qui m'avait poussé à être dans Réumi. C'est cette même liberté qui m'a poussé à créer le mouvement Agir. Merci beaucoup, Thierno Bokoum. Merci. On est très content de vous recevoir dans cette édition. Dans un petit moment, c'est la météo suivie des inspirations du professeur et puis l'entretien exclusif que Mohamed Boun Abdallah Dionne a accordé à E-Media. L'appel des arènes avec le binôme Ngagne Diagne et Malik Thiandoum revient ce soir. Et puis les dernières informations en langue vernaculaire vers les coups de minuit. Je vous remercie donc de votre aimable attention. Bonsoir.